Donc, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse à comment faire en sorte d'avoir un monde plus régénératif et distributif. Et pour ça, j'entretiens différentes personnes, différents profils qui ont toutes chacune un regard à apporter sur ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Réal, qui est professeur de chinois et de culture chinoise. Et aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à sa connaissance sur un sujet très particulier qui est le sujet de Confucius. Mais avant ça, Nicolas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu es tombé dans la marmite chinoise? Qu'est-ce qui t'a donné envie de consacrer ta vie à cette culture et à cette langue? Bonjour. Alors, l'écriture chinoise m'a toujours beaucoup intéressé, avec tout l'apport culturel qu'elle contient et tout le mystère qu'elle entretient. J'ai toujours été très intéressé par la pensée chinoise qui est extrêmement riche. On voit qu'il y a énormément de courants de pensée très différents qui apportent des choses très différentes qui parfois sont assez proches, parfois assez contradictoires. Elles vont pas toujours dans le même sens, mais en tout cas, il y a une telle richesse dans la pensée chinoise ancienne que pour moi, ça a toujours été une très très grosse ressource et j'ai toujours voulu découvrir ça. Avec le temps, petit à petit, on va dire, à partir, je dirais, oui, quand j'ai fait après avoir appris le chinois pendant, on va dire, 10 ans à peu près, là, j'ai commencé à découvrir la littérature chinoise contemporaine que j'ai trouvée extrêmement intéressante, extrêmement riche. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que la pensée chinoise et la littérature chinoise ancienne et moderne, ce sont des aspects qui m'intéressent énormément dans cette culture. Mhm. Et alors justement, donc on va parler plus spécifiquement de la pensée, on va dire plus classique, la pensée ancienne, puisque en fait tu es mon professeur de chinois, c'est comme ça aussi qu'on se connaît, et on a fait tout un cycle sur Confucius. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est des similarités qu'on peut trouver entre cette période qui est à peu près en moins 500 avant Jésus-Christ et notre période actuelle. En tout cas, j'y ai vu des similarités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la particularité de cette période? Alors effectivement, on va dire grosso modo, pour simplifier, en moins 2000, entre moins 2000 et moins 1000 avant Jésus-Christ, on a ce qu'on appelle l'époque du bronze. C'est aussi l'époque de la divination. C'est une époque où il y avait une classe aristocratique qui était très bien établie. On peut parler de classe nobiliaire. Et cette classe nobiliaire, en fait, elle a subi un changement très profond vers l'an 1000, puisqu'on a un certain tyran qui s'appelle Ti Xin. Il profitait de son pouvoir pour pouvoir contrôler son peuple, et ce de manière despotique. Toutefois, bah, dans cette période aristocratique, on avait il y avait il y avait déjà ce respect des anciens et on devait respect au souverain. Il s'est trouvé que comme c'était quelqu'un qui vivait dans il torturait les gens et il se conduisait extrêmement mal, on a tué ce tyran pour s'en débarrasser. Et c'est là qu'est arrivé ce qu'on appelle la notion de mandat céleste. C'est-à-dire que dans l'histoire de Chine, on ne pouvait pas tuer un tyran comme ça. C'est pas possible puisqu'on devait respect aux supérieurs. Et pour pouvoir justifier la mort de ce tyran, on a parlé de cette idée de mandat céleste, c'est-à-dire que l'homme reçoit un mandat du ciel pour accomplir sa mission de vie sur Terre. Si c'est un souverain, il doit bien gérer l'empire.
il doit être bon envers son peuple. Et on a prétexté le fait que le tyran se comportait mal avec son peuple de façon despotique pour dire qu'il était, il assumait mal son mandat céleste. Et cela a permis de justifier la mort de ce tyran. Donc, c'est très important de parler de cette notion de mandat céleste quand on va parler de l'époque qui suit, c'est-à-dire après l'an 1000 avant Jésus-Christ. On va parler de ce qu'on appelle l'époque des Dou. Dou, c'est l'époque. Donc, on va trouver ce qu'on appelle les Tongua, c'est-à-dire les empires du milieu. Tong, ça veut dire le centre, le milieu. Dong, c'est le centre. Et Gua, ce sont des empires. Donc, en fait, aujourd'hui, on dit l'empire du milieu. Autrefois, c'était les empires du milieu. Donc, on se retrouve à l'époque de Confucius. Euh, donc, c'est 551-479 avant Jésus-Christ. On se retrouve dans une époque où la classe nobiliaire a vu son souverain se faire décapiter. Et on est donc dans un contexte instable politiquement où on va avoir des royaumes qui vont commencer à se battre les uns contre les autres, comme en fait dans l'idée d'acquérir plus d'hommes à terme. C'est-à-dire que on va avoir donc c'est un pays agricole. Pour expliquer les choses simplement, il y avait des pays qui avaient des terres agricoles. Les terres agricoles permettaient de nourrir des soldats. Ces soldats-là, bien nourris, ils pouvaient partir à la guerre, acquérir de nouveaux territoires. Avec ces territoires nouvellement acquis, on pouvait faire encore plus d'agriculture, nourrir plus de soldats. Et comme ça, on a eu des États qui se sont battus. Donc, ce sont les Tongguo, les empires, en fait, les empires du milieu qui se sont battus les uns contre les autres. Et en fait, c'est une forme de société hyper-capitaliste donc, que l'on retrouve depuis cette période antique, qui n'est pas, bien sûr, on n'avait pas, comme chez nous, la bourse encore à cette époque-là, c'était pas aussi structuré, mais dans l'esprit, c'était tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on avait des entités qui grossissaient en mangeant d'autres rivaux et en grossissant de plus en plus jusqu'au jour, jusqu'au moment où il finissait par y avoir plus qu'un seul empire, plus qu'un seul royaume qui a permis de créer l'empire chinois. C'est une issue qui était euh, inéluctable. Et je me permets une petite parenthèse avant que tu poursuives. C'est intéressant de voir que la Chine aujourd'hui continue cette guerre entre guillemets pour la terre, notamment en Afrique, où elle est en train de racheter une grande quantité de terre sur la planète pour pouvoir Oui. pourvoir à ses besoins. Donc c'était juste une petite parenthèse. C'est vrai que ça vient a priori de très très loin. Et alors, effectivement, euh, et il existe d'ailleurs, en fait, on dit aussi que l'empire légiste, normalement, euh, qui est justement l'empire réunifié, on sait que dans toute l'histoire de la Chine, il n'y a que l'époque des trois royaumes, donc à partir de après 200 après Jésus-Christ, où il y a trois royaumes qui vont se battre, qui vont faire des guerres ensemble. Euh, En fait, il y a le royaume de Wu, Shu et Wei. Grosso modo, il y a le royaume de Wu qui va aider le royaume de Shu pour se battre contre le royaume de Wei. Là, je dégrossis vraiment. Mais à part cette période très spécifique, quelque chose qui est très caractéristique de la Chine, c'est qu'on a toujours eu euh, un rapport direct entre l'individu et l'empire dans son ensemble. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu ça. Qu'est-ce que tu veux C'est-à-dire dire qu'on, exactement? Ouais. c'est-à-dire que on peut avoir, on n'a pas de petites et moyennes communautés, comme par exemple on pourrait retrouver au Vietnam avec des sociétés qui sont plus villageoises,
on a plusieurs villages les uns à côté des autres et des gens il y a une vraie vie au niveau du village. Dans la Chine, on a un pouvoir sur tout l'empire. Mhm. Et donc, il y a un rapport direct entre l'individu et l'empire dans son ensemble. Mhm. Il n'y a pas de moyenne communauté, comme dans beaucoup de pays, sauf exception. À l'époque des Trois Royaumes, c'est vraiment une exception. Et en ce sens, mis à part l'époque des Trois Royaumes, on peut parler de 2000 ans de légisme. Et effectivement, aujourd'hui encore, on a ce rapport direct entre l'individu et l'empire tout entier. Bon, le mot empire Pouvoir aujourd'hui, central, on va dire, ouais. voilà, on Mm. n'est peut-être plus trop d'actualité, Quoique. mais en tout cas, mon propos est parfaitement compris, je pense. Ouais. Et ça, c'est une spécificité qui est vraiment chinoise. Mhm. Alors, si on vient à Confucius, donc lui, il voit le jour dans un contexte très particulier, tu disais, d'instabilité politique, où Voilà. on arrive dans un contexte aussi qui est très centré, alors on peut parler de consumérisme, de cette volonté d'acquérir toujours plus de terres pour pouvoir s'étendre le plus possible. Donc Oui. voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette période plus particulièrement? Quel était le contexte? Bah, le contexte, alors déjà, il y a une perte des rites Oui. qui se fait, bah, qui s'explique justement par cette scission qu'il y a eu au sein de la classe nobiliaire vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et Confucius, qui voit justement le, les rites, qui voit de ses propres yeux que les rites se perdent, découvre en même temps que des royaumes de plus en plus gros se battent les uns contre les autres pour acquérir plus de terres et plus d'hommes. Et lui, Confucius, il déplore cette situation et il pense que l'homme est fondamentalement bon. Et il va vouloir par les rites, justement, parce que il faut bien comprendre le contexte de Confucius, c'est quelqu'un à la base qui vient de cette classe nobiliaire. Il vient de la classe aristocratique, Confucius. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de sang aristocrate qui a vécu dans des conditions relativement difficiles, on va dire. Ce n'était pas quelqu'un qui financièrement vivait dans une situation aisée. Il était de sang aristocratique, mais il vivait de façon très modeste. Donc ça, c'est son contexte qui est quand même important pour comprendre aussi sa façon de voir les choses. Et c'est quelqu'un qui a pensé qu'il fallait ramener les rites dans notre mode de vie. Et il pense que l'homme est fondamentalement bon et que c'est important. Bon, on parle du principe, on pourrait appeler ça on peut appeler ça la bénévolence. Mhm. Le principe de l'homme de bien, c'est important de revenir là-dessus pour pouvoir bien se conduire et remettre la vertu au centre de l'homme. Et on va dire arrêter, on va dire cette sauvagerie, si je puis dire, Mhm. d'État qui se Ambiante. mangent. Ouais. Voilà. Et forcément, je pense que tous ceux qui nous écoutent comprennent immédiatement, enfin, découvrent que ça fait tout à fait écho au monde actuel où ben, on a forcément des grosses entreprises qui mangent des plus petites, avec des grands groupes aussi qui mangent de très grosses entreprises et qu'en fait, ça va de plus en plus vite parce que souvent, même dans nos crises économiques, les moyennes entreprises qui jusque-là s'en sortaient pas mal commencent à avoir du mal. Et c'est une opportunité pour celles qui sont encore plus grosses de grossir encore davantage. Donc, même si, voilà, on est une situation qui, entre guillemets, est plus évoluée dans le sens où les choses se sont un peu plus sophistiquées, Et sophistiqué. merci, se sont un peu plus sophistiquées. Toutefois, c'est quand même une situation qui est assez semblable. Et tu parlais de sauvagerie, c'est vrai qu'on pourrait le transposer, hein. On est dans une ère de décolonisation. Il en reste quand même, je pense, beaucoup de traces de ce côté, on va dire, sauvage, d'appropriation, d'accaparement et de vouloir grossir aux dépens des autres. Donc Oui, effectivement, ça nous fait un parallèle avec cette période, comme si on n'avait pas vraiment changé depuis tout ce temps. Et justement, qu'est-ce que nous dit Confucius par rapport à ça? C'est hyper intéressant de voir à quel point pour lui l'homme est fondamentalement bon. Donc, il parle aussi beaucoup de rites. Quelle est cette parole en fait
propager autour de lui pendant toute sa vie? Alors, ce qui est facile à comprendre, c'est qu'il parle de l'homme en disant qu'il a des valeurs, il est fondamentalement bon, il fait des bonnes choses, et ça c'est quelque chose qu'on comprend immédiatement. Une chose qui est très très importante, c'est qu'il parle d'une notion d'engagement. C'est-à-dire, c'est très important de... Alors, il parle de l'engagement comme l'engagement justement par rapport au rite, l'engagement pour aller vers le bien. Et pour lui, l'engagement, c'est lié à l'amour au sens large, Universel? L'amour universel? voilà, l'amour universel. Euh, et ça peut paraître assez contradictoire. Euh, il parle de l'ego et qui lie à l'amour. Et il voit l'ego comme quelque chose de très positif. Alors ça peut être un petit peu étonnant. On a déjà travaillé là-dessus en cours, où justement, pour lui, l'ego, c'est c'est ce qui nous permet de créer la civilisation. Comme bon, toi, tu as travaillé beaucoup sur Carnegie, tu sais mieux que quiconque que, euh, comme il disait, Dale Carnegie aussi, l'homme, en fait, ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme, c'est son ego qui lui a permis de créer la civilisation, alors que l'animal, il n'a pas l'ego, il n'a pas pu créer ça. Et là, il y a un rapprochement qui est très fort avec Confucius, où justement, il parle de l'ego comme quelque chose qui va nous permettre de... Parce que comme tout est en relation, l'ego, c'est notre propre valeur et ça va valoriser aussi les autres. Quelque part, même quand on est en compétition, par exemple, dans un sport, par exemple, on est en compétition, ou par exemple, si on joue aux échecs, euh, je prends un exemple qui est extrêmement simple. Si on met une défaite cuisante à la personne en face, en donnant le meilleur de soi-même, on met cette personne en valeur. C'est peut-être pas facile, mais en même temps, elle se dit, je me suis battu contre quelqu'un qui est déjà en très haut niveau et ça la met aussi en valeur. Et quelque part, il y a un peu ça, en fait, il y a ça dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que quand on donne le meilleur de soi-même et qu'on est engagé pour faire des choses bien, et qu'à sa petite échelle, on va créer, on va participer à l'œuvre de création de la civilisation, on, on met les autres en valeur. Alors, justement, tout à l'heure, tu parlais d'une civilisation instable, sauvage. C'est quoi sa définition de la civilisation alors? Ben, c'est, alors, on est bien d'accord. Ce que j'entends dans ta question, c'est non pas quelle est la définition de la civilisation telle qu'il la voit devant lui, telle qu'elle se présente à lui devant ses yeux, Non, mais si je comprends bien ta question, c'est plutôt en fait quelle est sa vision de la civilisation idéale pour lui. tout à fait, exactement. Voilà. Donc pour lui, la civilisation idéale, c'est une civilisation où on va remettre les rites au centre de la société pour avoir une conduite vertueuse et faire le bien, en fait, par sa conduite. Et faire le bien, c'est aussi, pour lui, c'est s'engager à vivre l'homme de bien. Hmm. C'est un engagement personnel qui part des rites et qui, en fait, c'est des projets. En fait, on va réfléchir vraiment avec sa tête, avec toute sa tête. On va s'engager à vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est bon et on va donner mettre toute notre énergie vers un objectif qui est bon pour tout le monde. Donc, c'est là qu'on peut parler effectivement d'amour universel et c'est là que l'ego, en tant que ressource, je dirais, en tant que source créatrice de civilisation, a tout son rôle. Et alors, tu parles beaucoup de rites. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces rites à cette époque-là? Alors, les rites, les rites, alors, il y a une, il y a certains principes qu'on va retrouver aujourd'hui où bon, on parle des cinq relations, par exemple. Hein, c'est la relation entre amis, respect époux-épouse, grand frère, petit frère. On va avoir
souverain, sujet. Qu'est-ce qui doit manquer? Non, il y en a cinq. Grand frère, petit frère. Entre Il y a amis, fils, père, entre amis et frère père et fils. et époux, épouse. Je crois que le compte est bon. Pardon, fils et père, voilà, époux, épouse. Donc, il n'y en a qu'une seule, c'est entre amis, où c'est une relation horizontale, et toutes les autres, c'est des relations verticales. Dans les relations verticales, il y a respect de l'inférieur au supérieur, et dans la relation, et dans le sens inverse, c'est protection du supérieur vers l'inférieur. Mhm. Ça, c'est de manière générale. Après, c'est vrai qu'il y a des rites qui, aujourd'hui, on verrait plus trop le sens parce que, on va dire, pour tel événement, pour tel rite, on va changer de robe plusieurs fois. C'est dans parce que bon, par exemple, dans les entretiens de Confucius, on a 20 livres, je ne sais plus si c'est dans le 8, 9, 10, 10e livre, c'est à peu près par là. Il y a un moment, on parle justement, on dit par exemple que Confucius, tantôt il va s'habiller en noir pour tel rite, tantôt en vert pour tel autre, tantôt en jaune pour tel autre. Donc, aujourd'hui, on va pas trop y trouver beaucoup de sens. Et puis, on va dire, il n'y a pas de sens vraiment très palpable dans notre société actuelle où, par exemple, pour faire le rite aux ancêtres, quel type de, d'ustensiles on va utiliser pour pouvoir nourrir les parents. Alors, ils vont expliquer qu'on va prendre un bol un ustensile qui sera, il ne faut pas qu'il soit trop petit, pas trop grand, pour qu'il soit facile à prendre dans la main. Donc, ils vont expliquer la taille exacte. Donc, il y a un moment, bon, euh, Alors, quel, ouais, ce qui est intéressant pour ce que tu m'avais dit aussi, c'est que Confucius, quelque part, disait, OK, bon, il y a peut-être des rites qui, déjà à l'époque, étaient un peu obsolètes. voilà, Et il disait, bah, peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est que ces rites nous permettent de garder ce lien de respect et nous exactement. permet à garder cet engagement pour devenir un homme de bien. Voilà, tout à fait. Et même, bon, on va même plus loin, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plus de lien, de pratique, ça va obliger la personne à s'engager d'autant plus qu'on ne voit plus trop le lien pratique Mhm. aujourd'hui. Parce que ça va demander plus d'efforts et donc un niveau d'engagement encore supérieur. Et effectivement, comme tu as dit, comme tu l'as très bien dit, même si aujourd'hui le sens physique se perd concrètement, on, on reste en lien avec les anciens. Mhm. Il y a ce lien qui est toujours là et qui crée un engagement. Alors, Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la Chine contemporaine de Confucius? Parce qu'on dit que la Chine est toujours basée sur le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Qu'est-ce qui reste du confucianisme concrètement dans la société chinoise? ah bah aujourd'hui, bon, la société chinoise, elle est complètement influencée du confucianisme. Si les entretiens n'avaient pas survécu à toutes les autodafés chinoises, toute cette période des légistes qui ont brûlé les livres, aujourd'hui, la Chine aurait sûrement un visage différent de celui qu'on connaît. Aujourd'hui, ben, la discipline, le respect, tout ça, ce sont des valeurs qui sont profondément inscrites dans la société chinoise. Bien sûr, il y a toujours des imperfections, des choses où on va pouvoir dire, bah, on pourrait faire mieux sur tel ou tel plan. Mais quoi qu'il en soit, une réalité est absolument indéniable. C'est-à-dire que si on enlève un peu ce filtre négatif qu'on peut parfois avoir et qu'on regarde vraiment les choses objectivement comme elles sont, les valeurs de Confucius ont influencé la civilisation chinoise dans un sens extrêmement positif. Et ça, on peut que s'en réjouir. Alors imaginons, donc il en reste quelque chose, hein, c'est assez incroyable parce que ça fait quand même 2500 ans et les entretiens de Confucius qui ont été écrits par ses disciples, parfois Oui, longtemps après aussi la mort de Confucius, ont perduré dans le temps et d'ailleurs dans la langue courante même des Chinois, dans le quotidien, ils vont faire référence régulièrement à ces fameux entretiens à travers des expressions. Donc ça, c'est oui. intéressant de voir à quel point ça a perduré. Et je me demande si aujourd'hui Confucius
se matérialiser dans notre société, que ce soit en Occident ou en Extrême-Orient, peu importe, parce qu'on est dans un tel phénomène de globalisation. Si Confucius arrivait aujourd'hui, qui voyait ce dont tu parlais, hein, cette prédation des grands sur les plus faibles, à ton avis, qu'est-ce qu'il nous donnerait comme conseil? Alors, ce qu'il verrait, c'est que tout d'abord, c'est vrai que juste pour déjà ajouter un point sur la pensée de Confucius, donc on a parlé d'amour universel, de l'ego, il y a aussi euh, l'idée du bonheur. C'est-à-dire que lui, pour lui, le bonheur, on va aller le chercher par notre engagement personnel. On va revenir à cette idée d'engagement. Aujourd'hui, je pense que ce que dirait Confucius, c'est que, bon, il verrait donc la société d'aujourd'hui avec un livre qui s'appelle Les Entretiens, qui a été compilé par des générations de disciples à travers de très très longues années. Donc, il saurait que ce livre, il existe et que tous les principes, malheureusement, ne sont pas appliqués. Une partie l'est. Euh, il reviendrait sur cette idée d'engagement, je pense, et je pense que on est quand même dans un monde où on a quand même pas mal de, de barrières entre les personnes. Je donne un exemple qui est tout à fait bête, mais par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui font mal à des personnages dans des jeux vidéo, mais personne ne sent la douleur. Et derrière, on va trouver des gens ben, qui vont pouvoir, sur YouTube, par exemple, mettre des commentaires qui peuvent faire très mal, mais ils n'ont pas l'habitude de la douleur, ils n'ont pas l'habitude il n'y a pas cette habitude de la relation directe avec les gens. On a beaucoup d'outils, mais je pense, on a quand même une très grosse zone d'abstraction aujourd'hui qui fait qu'on ne se rend pas toujours compte des fois des répercussions de nos actes sur la société. Et si effectivement on a les entretiens de Confucius, on peut réfléchir dessus et qu'on sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas bien, ça reste, je dirais, dans une zone très abstraite. On ne le vit pas dans la chair. C'est ça que je veux Mm, dire. C'est que le bonheur qu'on donne aux gens ou la souffrance qu'on inflige n'est pas vécu dans la chair. mm. Et c'est là qu'il interviendrait, je pense, avec cette notion d'engagement. Ouais, Et ouais. Mhm. parce que ce n'est pas la peine, je pense. Enfin, il réécrira pas, il va pas redire tout ce qu'il a déjà dit. Bien sûr. Il reverrait notre civilisation. Euh, ce qui est vraiment important, je pense, aujourd'hui, c'est cette notion d'engagement. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on va pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir réaliser ses rêves que l'on porte dans son cœur. C'est vraiment ça, en fait, c'est cette notion d'engagement qui se perd aujourd'hui, je pense. Ce qui est très intéressant, c'est cette notion d'individu et d'engagement personnel, de responsabilité quelque part dans notre propre vie, de contribuer à une société, on va dire, plus vertueuse. Mais ça revient à cette notion d'individu, je pense que tu l'as très bien dit. Et une dernière question pour clôturer, ça serait... alors moi, ça m'intéresse vraiment cette notion de rite. Quel rite, en fait, on pourrait garder aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous permettrait de nous rappeler au quotidien cette nécessité d'engagement et cette nécessité de contribuer à une société plus vertueuse? Je ne sais pas si tu as une réponse. Quel rythme permettrait de le faire? Mm, Euh, ben, déjà, lire les entretiens, c'est une très bonne chose. Moi, mhm. c'est par là que je commencerai. Je pense que, enfin moi, bon, c'est aussi dû à mon métier, mais c'est vrai que je trouve que c'est, c'est un très bon éveil de pouvoir lire les entretiens de Confucius. Aujourd'hui, je pense, oui, c'est vrai que ce qui me semble quand même, donc il y a le rite, mais ça me tient quand même à cœur de le dire,
Ça peut être en rite, hein, de lire les entretiens, de les relire. Ça ne veut pas dire qu'on les lit beaucoup, mais on garde toujours ce lien. C'est c'est un premier pas. Mhm. Mais on a toujours, comment dire, il y a d'abord le désir, ensuite la motivation et ensuite le, l'engagement. Désir, motivation, engagement. Si avec les rites, on est sur du désir et de la motivation, c'est très bien, mais ça suffira jamais. Si on ne va pas jusqu'à la troisième étape, eh bien, on ne va pas pouvoir faire changer les choses. Donc, c'est vraiment important de se poser de vraies questions au niveau de l'engagement et de rentrer dans le dur, si je peux dire. Parce que sans ça, on a besoin de ça pour changer, pour faire changer les choses. Mm. Et ça, je trouve ça un très très beau message pour conclure. C'est vraiment, en tout cas, ce qui m'anime aussi. C'est pour ça que j'organise ces entretiens, c'est cet engagement, quelle que soit la portée finalement, cet engagement personnel de me dire, bah, je contribue à quelque chose qui me semble, en tout cas, me rendre moi plus vertueuse. Et Et donc, que je choisis pleinement, ouais, tout à fait. tout à fait. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui parle à beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont s'engager. On parle de militants, on parle d'engagement citoyen. Donc, effectivement, probablement Confucius serait intéressé de voir tous ces mouvements qui se mobilisent dans un contexte de crise multiple. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. C'était très riche. Et je pense qu'on a vraiment. C'était assez court parce que la pensée de Confucius est tellement profonde, variée, riche qu'on a pu que. Regardez, je pense, le principal. En tout cas, merci encore pour cet entretien et pour cette discussion. Ben, merci à toi.